Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La nomination d'Olivier Dussopt au gouvernement provoque une crise au sein du groupe PS du Sénat. Son président Didier Guillaume, qui l'a félicité, a été vivement critiqué. Sa position fait de nouveau apparaître les divisions à gauche entre sénateurs Macron compatibles et opposants. Le débat dans cette édition. Les élections municipales seront-elles reportées d'un an? L'exécutif réfléchit à un nouveau calendrier afin de regrouper ses scrutins avec les départementales et les régionales en 2021. Le temps de gagner en visibilité et en ancrage territorial. La droite met en garde contre un tripatouillage électoral. On en parle dans un instant. Crèche dans les mairies, croix de Pleurmel en Bretagne, prières de rue. Les polémiques se multiplient autour de la laïcité et de sa place aujourd'hui dans la société. Est-elle menacée? Faut-il revoir la loi de 1905? On posera la question à notre invité Jean-Louis Bianco. C'est le président de l'Observatoire de la laïcité. Je vous rappelle que vous pourrez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, le marathon budgétaire se poursuit au Sénat. Samedi, plusieurs dispositions importantes ont été adoptées. Pour en parler, on va retrouver Tam Tranui qui suit pour nous les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, le gouvernement n'était pas allé jusqu'à supprimer l'ISF. Eh bien, le Sénat a eu moins de scrupules à le faire ce week-end. Et oui, effectivement, le temps fort de ce week-end, c'était assurément la suppression totale de l'ISF, de l'impôt sur la fortune par la majorité sénatoriale. Vous aviez fait les 3/4 du chemin. Nous allons vous aider à aller jusqu'au bout de la route. C'était là, en substance, la position du rapporteur général du budget, le sénateur Les Républicains Albéric de Montgolfier, ainsi que la position de la droite dans son ensemble, qui ne comprend pas que le gouvernement veuille conserver un impôt sur la fortune immobilière. Reste que la majorité sénatoriale a globalement salué le courage politique de l'exécutif, courage dont elle n'avait pas fait preuve quand elle était aux manettes. Écoutez d'ailleurs à ce propos Roger Carucci. Nous n'avons pas eu le courage, sous les gouvernements de droite, du temps de Sarkozy par exemple, nous n'avons pas eu le courage de supprimer l'ISF alors qu'une grande partie de nos troupes condamnaient cet impôt. Nous n'avons pas eu ce courage. Et je reconnais bien volontiers au gouvernement le fait d'avoir le courage de prendre une décision que nous n'avons pas prise. Mais on a le sentiment que vous ne voulez pas aller au bout. Tout autre son de cloche, bien sûr, à gauche, la gauche qui assume l'ISF, qui estime que cet impôt ne fait pas fuir les riches, n'est absolument pas confiscatoire et que ce n'est pas un obstacle au financement de l'économie. Le communiste Pascal Savoldelli s'en est d'ailleurs pris directement à Roger Carucci, à son fief de Neuilly, non sans humour. Écoutez-le, sa gouaille, elle est rare dans l'hémicycle du Sénat. J'ai été faire un petit tour chez vous, monsieur Carucci, pour voir si monsieur le rapporteur général avait raison. Attendez, on y va à Neuilly, on y va à Neuilly, on y va à Neuilly. Mais dites, non, monsieur Carucci, Neuilly, mais c'est catastrophique ce qui s'est passé. Neuilly, 2004, il payait 16 milliards, en 2016, 32 milliards. Ils sont partis où, les riches, là? Ils sont partis où? Ils sont exilés? Non, mais franchement, vous avez doublé en peu de temps sur l'immobilier. Donc ils ne sont pas partis, monsieur Carucci. Voilà, ils ne sont pas partis. On est bien d'accord. Malgré cet argument, la droite sénatoriale majoritaire a obtenu gain de cause et donc a supprimé totalement l'ISF samedi. La droite qui continue donc à donner sa vision du budget 2018 après avoir notamment rétabli la taxe d'habitation vendredi, impôt qu'elle jugeait inéquitable, ou encore le relèvement du plafond du quotient familial. Merci beaucoup Tam, et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Et justement, on vient de l'entendre, Pascal Savoldelli, sénateur communiste du Val-de-Marne. Il est à vos côtés, Saveria Rojek. Absolument, bonjour Pascal Savoldelli, on vient de vous voir dans le sujet. Quel message cela envoie, cette suppression totale de l'impôt sur la fortune? Écoutez, moi je considère que c'est un hold-up. C'est un hold-up des marchés financiers et des banques. Et là, on a une situation particulière. On l'a vu en 2012 au niveau de toute l'Europe, hein, c'était le traité de 2012.
Et là, on a version En Marche Macron relayée par la droite, les Républicains, puisque d'un côté, le gouvernement supprime quasiment l'impôt sur les fortunes, avec un coût pour les contribuables de 4,2 milliards d'euros. Et les Républicains, quand ils se mettent à amender ce projet-là, qui eux aussi sont à droite, bien évidemment, c'est 5 milliards de moins que vont payer les contribuables. Donc vous voyez, on a quelque chose qui est fou. C'est qu'on va baisser la solidarité des plus fortunés et on va augmenter la fiscalité, par exemple, sur l'épargne logement. Mettre à contribution les épargnants. Non, là, c'est mettre les gens en concurrence, c'est mettre notre société en concurrence, et ça va, à mon avis, moi je suis très inquiet sur l'avenir de la cohésion sociale et unitaire de notre pays. On vous a entendu dans le sujet en tribune, pour vous l'ISF n'est pas confiscatoire, il ne pousse pas à l'exil fiscal. La preuve, Neuilly-sur-Seine, malgré l'ISF, la fortune immobilière de la ville de Neuilly-sur-Seine a doublé en 12 ans. Ah oui, mais ça n'a pas été d'ailleurs infirmé par les élus de Haute-Seine et notamment mon collègue Carucci. Entre 2004 et 2012, le patrimoine, la fortune immobilière à Neuilly était de 16 milliards, elle est passée à 32. Elle a doublé en 12 ans. Donc il n'y a pas d'exil fiscal. Il y a malheureusement, on est dans un monde, une Europe où il y a de l'exil, oui, de la part de ceux qui sont les plus pauvres, qui sont victimes de guerre, qui sont victimes de discrimination, qui sont victimes du réchauffement climatique. Mais il n'y a pas d'exil fiscal. Regardez les chiffres de Bercy, les derniers à ma connaissance, 2016. 0,02% d'exilés fiscaux. Donc voilà, la France ne fait pas peur aux riches. Voilà. Vous parlez d'une idylle fiscale et budgétaire entre le gouvernement et la majorité sénatoriale, avec l'adoption notamment, non seulement bien sûr la suppression de l'ISF, et l'adoption de la flat tax. Eh oui, c'est-à-dire que là, on est dans une situation ici au Sénat où à la fois on voit les ministres et sénateurs, sénatrices En Marche qui ont réussi à découdre complètement l'ISF, en y rajoutant un forfait unique pour les entreprises. Et de l'autre côté, vous avez une droite, les Républicains, qui dit oui, mais. Donc vous voyez, on a les conjonctions de deux droites, deux visions de droite de la société. Alors qu'il faut aller à une autre répartition des richesses. Il faut aller à un élément de justice fiscale, un élément de justice sociale. Regardez, on a proposé, par exemple, notre groupe, la progressivité de l'impôt, qui soit progressive, c'est-à-dire qu'en fonction de nos revenus, on soit contributaire dans la société. Franchement, c'est le bon sens, ça. Ce n'est pas déjà le cas. Mais non, c'est pas le cas. Mais regardez, j'ai présenté un rapport au Sénat sur une enveloppe budgétaire de 115 milliards d'euros d'exonération et de remboursement. Je le dis devant ceux qui nous regardent. Sur ces 115 milliards de remboursements et d'exonération, plus de 90% sont des remboursements et des exonérations destinés aux entreprises. J'ai écouté les ministres, M. Le Maire, M. Darmanin et d'autres, nous parler des fonds dormants du point de vue des bailleurs sociaux. Voilà, il y aurait de l'argent qui dort, vous voyez, qui n'est pas utilisé chez les bailleurs sociaux. Par contre, quand on parle des entreprises, il n'y a pas de problème de fonds propres. Donc vous voyez, il faut arrêter avec la com et ce que j'appelle un brouillard de fumée pour ce hold-up sur l'argent et les contribuables. Voilà, c'est pas admissible, quoi. On peut pas demander ça. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette réaction, Pascal Salvodelli. Merci. Merci à vous, Saveria. Le groupe socialiste du Sénat en pleine crise depuis vendredi, en félicitant Olivier Dussopt pour sa nomination au gouvernement. Didier Guillaume, le président du groupe, s'est mis ses troupes à dos. Sandra Cerquera. C'est le tweet de la discorde. Didier Guillaume qui félicite Olivier Dussopt pour son entrée au gouvernement. Le président du groupe socialiste n'y voit rien de choquant. C'est un homme de gauche. Moi, je ne considère pas que parce qu'on entre au gouvernement, on n'est plus à gauche. Jean-Yves Le Drian est un socialiste, il est à gauche, il a un rôle important dans le gouvernement. Au moment où le Parti socialiste est en préparation du congrès, après avoir fait 6% à l'élection présidentielle, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et pas essayer de regarder ailleurs en tirant, en flinguant sur des amis, modestes présidents de groupe, parce que c'est pas comme cela que nous allons reconstruire et rebâtir une alternative. Mais pour bon nombre de sénateurs socialistes, ces encouragements sont une provocation qui n'est pas à la hauteur d'un président de groupe.
Sa prise de position ne correspond pas à la déclaration du groupe et au compromis que nous avons tous accepté ensemble derrière sa présidence au début de notre mandat, donc il y a à peine 2 mois, qui dit que nous ne sommes pas dans l'opposition, certes, mais qui dit aussi que nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle. Et donc c'est un peu le contrat entre nous qui est fragilisé. Xavier Iacovelli, lui, appelle à la clarification, affirmant que l'entre-deux n'est plus acceptable. Ce qu'il faut savoir si il souhaite effectivement continuer à présider un groupe d'opposition ou il souhaite faire partie de la majorité présidentielle ou être un groupe qui soit minoritaire mais qui soit en soutien au gouvernement. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis dans un groupe, le groupe socialiste. Le groupe socialiste a clairement dit qu'on était dans l'opposition gouvernementale. Il faut juste suivre cette position. Les sénateurs attendent des réponses demain lors de la réunion de groupe qui s'annonce tendue une fois de plus. Mais le groupe n'en est pas à sa première crise et a survécu jusque-là, alors qu'à la direction provisoire du PS, François Calfon demande à Didier Guillaume de quitter ses fonctions de président. Et on retourne salle des conférences où nous attend Saveria Rojek avec le vice-président socialiste du Sénat, le sénateur de Paris, David Assouline. Absolument. Bonjour David Assouline. Vous avez, après cette affaire, publié un tweet. Quand on est profondément de gauche, on ne cherche pas à entrer dans un gouvernement de droite. Vous concluez, quelle honte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous demandez la démission de Didier Guillaume? Mais je ne parle pas de ça. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut absolument nous concentrer, nous recentrer sur nos principes fondamentaux. Parce que c'est notre crédibilité. Nos principes fondamentaux, c'est nos valeurs, nos engagements, ce qui a fait qu'on a été socialiste. Et donc, le fait qu'Olivier Dussopt, après avoir combattu ce budget, puisqu'il a voté contre, 3 jours après, rentre dans un gouvernement et 5 jours après, ose même venir en séance ici au Sénat en ce moment pour défendre ce budget, c'est tout ce avec quoi il faut absolument arrêter, parce que c'est notre crédibilité. Alors, à partir de ce moment-là, qu'on montre de la complaisance vis-à-vis de cela, voire même de l'encouragement par un tweet, ce qu'a fait notre président de groupe, n'est pas bien, tout simplement. C'est pas bien, d'autant que ce n'est pas un sénateur parmi d'autres qui émet une amitié. C'est un président de groupe, donc qui a un devoir de responsabilité et de parole collective. Donc, je l'ai dit, et il faut plus que ça se reproduise, tout simplement. Est-ce que vous soutenez toujours ce soir Didier Guillaume en tant que président de groupe? Ne me posez pas des questions qui ne se posent pas. Ces attitudes-là ne sont pas possible quand on est en responsabilité. Faire un peu de provocation, etc. Nous avions trouvé, et nous sommes dans un moment dans ce groupe de grande homogénéité politique. Sur le budget, on vote les mêmes choses, on a les mêmes analyses, ce gouvernement le combat, la hausse de la CSG pour les retraités, on l'a combattu ensemble, nous disons que ce n'est pas possible d'arrêter avec l'impôt sur la fortune, il faut montrer de la justice sociale, il ne faut pas réduire les dotations aux collectivités territoriales. Tout cela, on le dit ensemble. Donc, à ce moment-là, quand on est en responsabilité, venir déstabiliser sur quelque chose qui devrait faire notre unanimité, c'est-à-dire juste notre crédibilité. Quand nous sommes engagés dans des combats de gauche, il faut absolument, dans les actes, montrer la même chose. Ou sinon, les Français nous disent « mais vous ne croyez en rien ». Et c'est ça le pire. Donc, ne pas montrer de complaisance pour ceux qui ne croient en rien. Et là, malheureusement, parce que tout le monde a eu une amitié avec Olivier Dussopt, mais on caractérise quelque chose qui nous fait un mal fou. Et il faut que notre parole publique à ce moment-là soit de se démarquer de cela plutôt que de montrer une complaisance. Est-ce que justement, le débat sur le positionnement du groupe socialiste, il est relancé et souhaitez-vous qu'il le soit ? Mais vous pouvez me reposer 10 fois la question sur est-ce que moi je ne veux pas jamais mettre... Je parle du positionnement du groupe. J'ai bien compris, il n'y a pas à mettre 100 balles dans la machine. J'ai considéré qu'il y avait eu une provocation par ce tweet. Donc je ne vais pas, moi, répondre à ce que j'ai considéré être une provocation. Ce qu'il faut, c'est sur le fond, bien entendu, continuer à approfondir ce que l'on fait dans le groupe sur tous les sujets. Notre propre positionnement et notre positionnement vis-à-vis du gouvernement à chaque étape. Et je pense que c'est ce qui était en train de se faire et qui montrait que notre groupe, globalement, est dans une opposition de gauche, bien entendu,
c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec celle de la droite ici au Sénat, à ce gouvernement qui a pris le parti d'un libéralisme, d'une politique de centre-droit qui n'est pas du tout dans nos convictions, notre identité politique. Voilà, c'est en train de se faire, ça va continuer, et il ne faut pas venir troubler ça par des petites provocations, par tweet. Très bien, merci. Le message est passé. Merci David Assouline. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette réaction. Et on reviendra dans notre débat sur cette recomposition politique qui semble s'opérer en ce moment. En bref, le glyphosate autorisé encore 5 ans. Les États membres de l'Union européenne réunis au sein d'un comité d'appel ont voté en faveur d'une nouvelle autorisation de l'herbicide controversé glyphosate. C'est ce qu'a annoncé la Commission européenne cet après-midi. Emmanuel Macron veut faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat. Il a présenté samedi, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, diverses mesures. Mais la question du financement reste en suspens. Fabien Recker. Monsieur le Président, soyez au rendez-vous. Elles attendaient des actes, des moyens et des résultats. Samedi, dans son discours, Emmanuel Macron a voulu répondre présent. Face aux violences contre les femmes, la honte doit changer de camp. Notre situation jusqu'alors démontre que quelque chose ne marche pas dans notre République. La honte que subissent ces femmes, une honte illégitime parce qu'elles sont déjà victimes, cette honte doit devenir celle de ces auteurs de violences. Mais le catalogue de mesures annoncées est-il financé? Non, selon les associations féministes. Si 420 millions d'euros sont mis sur la table pour l'égalité, il s'agit d'une enveloppe interministérielle dont seulement 15% seraient alloués à la lutte contre les violences. À titre de comparaison, l'Espagne vient d'annoncer un plan à 1 milliard d'euros pour éradiquer le problème. Quant au budget du secrétariat d'État à l'égalité hommes-femmes, il est porté à 30 millions d'euros, mais demeure le plus petit budget parmi les ministères. 0,007% du budget de l'État, c'est minuscule. On ne fait pas une grande cause nationale avec le plus petit budget de l'État. Donc on ne voit pas en fait comment, avec si peu de budget, on va financer un plan aussi ambitieux. Une ambition sur le papier donc, qui nécessiterait beaucoup plus de moyens, disent les associations, qui voient tout de même quelques bons points comme la gratuité des soins pour les victimes ou l'introduction d'un âge minimum au consentement. Va-t-on vers un regroupement des élections municipales, régionales et départementales en 2021 ? L'exécutif réfléchit à cette hypothèse. Les chefs de parti ont été reçus la semaine dernière à l'Élysée. Le gouvernement veut éviter la multiplication des scrutins, jugés démobilisatrices auprès des électeurs, mais aussi gagner du temps pour que les résultats du macronisme soient tangibles. Cécile Sixou. Organiser 3 élections en une seule fois, voilà l'une des conséquences que pourrait avoir le changement de calendrier des municipales. Décalées d'1 an, elles seraient regroupées avec les départementales et les régionales en 2021. Une décision de bon sens selon François Bayrou. Je pense que ça serait sage de ne pas émailler la vie politique française d'élections qui sont par nature des périodes paralysante et de regrouper toutes les élections locales en une seule. Moins de paralysie économique, mais aussi plus de ressources pour les communes qui n'auraient plus à organiser 3 élections, mais plus qu'une seule. Autre avantage, la lutte contre l'abstention. Les élections locales, généralement boudées par les électeurs, pourraient attirer plus de monde. Accoler ces 3 scrutins le même jour, ça peut permettre aux élections régionales et aux départementales qui font habituellement moins recettes d'être dans la roue, d'être aspirées par les municipales et de bénéficier d'une bonne participation. Mais outre les améliorations pratiques, cette mesure n'est pas dénuée d'arrière-pensée politique. Le gouvernement pourrait ainsi se donner 1 an de plus pour appliquer sa politique sans risquer la sanction des urnes. Pour le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sa mise en place n'est désormais qu'une question de temps. C'est une question qui n'a pas encore été tranchée chez le président de la République. Il y a quelques points constitutionnels évidemment importants qu'on est en train de regarder. Parmi les points constitutionnels, les élections sénatoriales qu'il faudrait également repousser d'1 an, car le Sénat ne peut être renouvelé 2 fois de suite par le même collège électoral. S'il y avait élection sénatoriale, donc en 2020, ce serait avec le même corps électoral qu'en 2014. Ce qui ne déplairait pas à la sensibilité qui est la mienne, mais je crois qu'il faut qu'on soit très attentif avec le respect des dates, des scrutins. Si la mesure entre effectivement en vigueur, les municipales de 2027 pourraient créer un autre problème, le télescopage avec les présidentielles prévues la même année.
Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Bas. Bonjour, vous êtes le président de la commission des lois ici au Sénat, sénateur LR de la Manche. Merci d'être avec nous. Michel Verpeau est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public, vous enseignez à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Merci d'être avec nous. J'accueille également Philippe Laurent. Bonsoir, vous êtes le maire UDI de Sceaux, vous êtes le secrétaire général de l'Association des maires de France, l'AMF. Première question pour vous, Philippe Bas, est-ce que vous êtes favorable, vous, à ce report d'un an des élections municipales en 2021 ? Non. Pourquoi ? Tout l'intérêt est dans le pourquoi. Changer les calendriers électoraux pour des raisons de pure commodité, ça n'est jamais une bonne idée. Il faut un intérêt général puissant pour le faire. C'est d'ailleurs ce que dit aussi, M. Verpeau ne manquera pas de le rappeler, le Conseil constitutionnel. C'est un premier point. Moi, j'ai du soupçon à chaque fois qu'on parle de manipulation du calendrier électoral. Puis il y a un deuxième point qui me paraît très important, c'est que les gens qui pensent à ça ignorent toute considération pratique. Parce que 3 élections le même jour, ça fait 3 urnes servies par chacune 5 membres de bureau de vote dans 3 bureaux de vote. Il faut organiser 3 dépouillements. Vous triplez le nombre de personnes, toutes des bénévoles. Vous devez trouver les locaux. Alors peut-être que vous les trouvez dans des grandes villes, mais chez moi, à Saint-Pois, 500 habitants, c'est moins facile d'organiser les choses ainsi. Et enfin, le dernier sujet, c'est tout de même les élections locales. Elles sont encore l'occasion de parler de sujets d'intérêt local. Ne les politisons pas en faisant de grandes élections nationales qui seraient un test. Les élections municipales, selon vous ? Les élections municipales peuvent être naturellement pour les partis politiques l'occasion de faire des listes politiques, mais dans les 36 000 communes de France, c'est l'exception, sachez vous en souvenir. Dans les communes de France, quand on fait sa liste, on prend un tel qui est infirmière, un tel qui est menuisier, un tel qui est comptable, un tel qui est parent d'élèves, et on fait une liste. Il viendrait à l'esprit de personne de dire « Et pour qui tu votes aux élections nationales ?» Non, ça ne se passe pas comme ça. Et par conséquent, je crois qu'il faut garder à la démocratie locale, qui est le dernier rempart de la démocratie tout court, face au vent mauvais de l'extrémisme et de l'abstentionnisme, son caractère propre qui est de mobiliser des électeurs pour les affaires qui sont en commun dans leur ville, dans leur commune, dans leur bourg. Philippe Laurent, on entend bien l'argument d'Emmanuel Macron. Ça permet aussi peut-être de davantage mobiliser les gens si on rassemble ces élections locales le même jour. Bon, écoutez, peut-être, mais en tout cas, les élections municipales aujourd'hui mobilisent déjà la population. Après les présidentielles, c'est le 2e scrutin en termes de participation. Alors, l'Association des maires de France n'a pas de position à l'heure actuelle sur le sujet, puisque c'est simplement des réflexions et un certain nombre de dirigeants ont pu s'exprimer. Ça sera de toute façon le choix du président de la République. Il nous l'a rappelé au Congrès. On discute, mais c'est moi qui décide, donc il décidera. Mais quand même, je veux dire que l'argument de Philippe Bas, nous le partageons très largement. Les élections municipales, ce sont des élections particulières. D'abord, c'est une élection de liste, avec des listes qui sont extrêmement diversifiées, qui n'ont souvent rien, non pas rien, mais peu de politique, peu de membres de partis qui sont dans les conseils municipaux. Et donc, nous souhaitons garder vraiment à ces élections municipales un côté local. On débat sur les orientations, les projets de la commune. Il faut vraiment garder cette caractéristique-là et ne pas noyer les élections municipales avec d'autres élections. Dans le passé, on a eu l'expérience d'élections départementales et d'élections régionales en même temps. Ça s'est pas trop mal passé, mais c'était compliqué déjà sur le plan organisationnel, parce que comme Philippe l'a dit, et ça je crois que là-dessus, personne dans les hautes sphères ne comprend comment ça se passe. On croirait qu'ils ne vont pas voter d'ailleurs, ces gens-là. En fait, à chaque fois, dans ma commune de 20 000 habitants, il faut que je trouve au moins 100 volontaires par tour de scrutin, plus une quarantaine d'agents qui travaillent à la tenue du secrétariat des bureaux. Si on multiplie par 3, ça fait 300 volontaires. Moi, je vais vous dire, déjà, on a beaucoup de mal à trouver 100 personnes pour des élections départementales ou régionales. Pour les municipales et présidentielles, ça va. Même pour les législatives, c'est pas facile, parce que même les partis politiques ne donnent même plus de militants. Et donc, par conséquent, attention, moi, je veux bien, mais on aura bientôt des élections qui seront organisées uniquement
par des agents, avec la présence des agents au bureau, et bonjour la démocratie. Michel Verpeau, est-ce que c'est possible de modifier facilement le calendrier électoral? Est-ce qu'il y a déjà eu des précédents? Alors je crois qu'il faut replacer les choses effectivement dans un certain long terme. Ce n'est pas du tout la première fois que les choses se passent et au moins depuis 1990, il y a eu une bonne dizaine de lois finalement touchant le calendrier. Je dis touchant le calendrier parce que soit dans un sens de raccourcissement de la durée du mandat, soit au contraire dans le sens de l'allongement. Donc c'est déjà, c'est pas une question totalement nouvelle. Pour les élections futures, je veux dire 2020 ou 2021, de toute façon, les élections départementales et régionales sont déjà prévues pour avoir lieu le même jour, ou en tout cas en même temps, puisque tout a été fait pour justement harmoniser la durée des mandats des conseillers généraux ou départementaux, et des conseillers régionaux. Donc ça ne touche, et on comprend bien d'ailleurs pourquoi les réactions municipales qu'on vient d'entendre, ça touche surtout la question des élections municipales qui évidemment concernent plus de 36 000 ou un peu moins de 36 000 maintenant communes en France. Donc voilà, c'est surtout la question des municipales qui est en jeu, mais l'idée d'un regroupement des élections, ce n'est pas nouveau, ça s'est déjà produit en 1992. Est-ce qu'il y a des freins juridiques? On sait que l'exécutif essaie de voir aussi s'il y a des problèmes d'inconstitutionnalité qui pourrait être posée par ce report et ce regroupement d'élections locales. Oui, alors quand on dit c'est le président de la République qui va trancher, c'est quand même sous réserve du Parlement. Merci pour nous, merci beaucoup. Qui a son mot à dire, puisque c'est une compétence du législateur au titre de l'article 34, et sous le contrôle du juge et du juge constitutionnel, ici seulement. Alors il y a une jurisprudence, que c'est le sens de votre question, il y a une jurisprudence qui est à peu près constante sur ce point, qui consiste à dire alors qu'il faut que les élections aient lieu avec une périodicité raisonnable. Formule un petit peu vague en droit français, mais qui est irritée directement d'ailleurs d'une disposition, d'une stipulation de la Convention européenne des droits de l'homme, mais que le Conseil ne reprend pas directement sous cette forme-là, mais c'est cette idée de périodicité raisonnable. Alors évidemment, derrière cette périodicité raisonnable, on peut trouver des aménagements malgré tout. Pour autant, si vous me permettez encore de replacer les choses dans un contexte plus ancien, en 2010, au moment de la réforme des collectivités territoriales qui a suivi le comité Balladur, le législateur était intervenu avant les élections pour prévoir que toutes les élections locales devaient avoir lieu en 2014. Et le Conseil constitutionnel s'était prononcé, mais il s'agissait de raccourcir la durée de mandat de personnes qui allaient être élues. Donc ce n'est pas la même situation que celle-là. Parce que parmi les nombreuses questions, il y a mandat en cours ou mandat futur. Ça fait partie aussi des discussions. Et cette idée d'un rapprochement de toutes les élections locales, mais il y en avait que deux. Il y avait les municipales et puis les territoriales, puisque devaient être élus en même temps les conseillers départementaux et régionaux. Le Conseil constitutionnel avait estimé que c'était parfaitement conforme à la Constitution, mais c'était dans la perspective d'une réforme qui devait se mettre en place, et donc il fallait permettre cette réforme. Nous ne sommes pas dans ce contexte-là à l'heure actuelle. Pardonnez-moi, j'étais un peu long. Non, je vous en prie. Philippe Bas, il faudrait également reporter les élections sénatoriales si on repousse d'un an les municipales? Oui, vous avez montré tout à l'heure le président Larcher qui l'a rappelé. On ne peut pas élire les sénateurs des départements avec le même corps électoral 2 fois de suite, sinon la partie est jouée d'avance. Et donc ça, c'est un impératif constitutionnel majeur. Par ailleurs, je voudrais quand même souligner que ceux qui veulent modifier les calendriers électoraux, ce sont toujours ceux qui sont au pouvoir, comme par hasard. C'est jamais l'opposition qui réclame ça. Ce qui justifie qu'on puisse s'inquiéter. Et quand on parle aujourd'hui d'ancien système, de renouvellement, ce qui me frappe le plus, moi, c'est qu'on tombe très vite, dans les mêmes ornières. La semaine dernière, le président de la République passe une partie de son temps à réfléchir à l'approche des élections européennes qui sont quand même dans 18 mois, c'est pas demain, à la modification du mode de scrutin. Et voilà que vous nous invitez, parce que le ministre de l'Intérieur s'est exprimé il y a quelques jours pour regrouper les élections locales. Je crois que ça fait quand même beaucoup. Et si on ajoute à ça le changement de mode de scrutin qui est prévu pour les élections des députés et les interrogations qu'il y a sur le scrutin sénatorial, si on diminue le nombre de sénateurs
et le nombre de députés, on voit que le nouveau pouvoir fait exactement comme avait fait François Hollande. Il remet tous les modes de scrutin sur la table et il essaye de les modeler à sa main dans son intérêt propre. C'est de bonne guerre, généralement. Le gouvernement successif fait on ça, non ? Madame, on ne joue pas avec la démocratie. L'expression c'est de bonne guerre est une expression quand même assez déplaisante du point de vue de la citoyenneté. Je crois qu'au contraire, de la carte électorale disent toujours qu'on essaie de voir mais quel est le plus favorable au pouvoir en place, les Allemands, les Anglais, les Américains. Enfin, quand il y a une certaine maturité démocratique, et on ne touche pas à tout ça. Aux États-Unis, depuis la fondation de la Constitution, l'élection présidentielle a lieu le même jour, tous les 4 ans. Personne n'aurait l'idée saugrenue de venir changer ça en espérant trouver un scrutin encore plus avantageux pour soi-même. Ça, c'est une pratique absolument détestable. Et si on veut que notre démocratie française prenne un nouveau cours, il ne faut pas tout de suite se mettre dans les mêmes ornières que nos prédécesseurs d'un passé où on utilisait toujours les mêmes ficelles. Puis j'ajoute une chose, et je crois que ça a été dit aussi dans votre petit reportage, qui était très bien fait. Si vous déplacez les municipales à 2021, vous ferez des municipales en 2027, 6 ans après. Ah oui, mais il y a une élection présidentielle en 2027. Vous allez faire en mars 2027 municipale et en avril, premier tour des présidentielles. Ah ben non. Alors soudain, quelqu'un va se rendre compte, vers 2024, qu'il faut de nouveau reporter les élections municipales. Eh bien moi, je vous dis, ça suffit, n'y toucherons plus, c'est très bien comme ça. Arrêtez d'embêter tout le monde avec ces histoires et occupez-vous de la lutte contre le chômage, de la croissance, de l'emploi, de la modernisation du pays. Justement, Philippe Bas, Emmanuel Macron demande à être jugé sur ses réformes en fin de quinquennat. C'est pour ça aussi, Philippe Laurent, qu'il souhaite modifier le calendrier électoral, selon vous ? Écoutez, si c'est pour ça, gagner du temps. C'est pour ça, ça montre une conception de la démocratie finalement assez interpellante, disons. Non, je crois qu'effectivement, ces interrogations sont le signe d'une démocratie qui n'est pas totalement aboutie, ce qui n'est pas nouveau. On a eu, comme le rappelait Michel Verpeau il y a un instant, énormément de reports. Je me souviens des municipales de 2007 qui ont été reportées pour cause d'élections présidentielles, justement, et qui ont été reportées à 2008. Donc tout ceci n'est pas normal. Je veux dire aussi que dans d'autres pays, alors il y a l'exemple des États-Unis et il y a l'exemple des pays fédéraux où les élections dans telle ou telle région ne sont pas forcément organisées le même jour, ce qui renforce le caractère local de l'élection, même s'il y a parfois des interprétations politiques, mais qui renforce le caractère local. Imaginez-vous une élection en 2021 avec donc les trois catégories de collectivités territoriales qui sont renouvelées en même temps, avec les questions d'ailleurs de cumul de mandats aussi, qui risquent de poser des difficultés, parce qu'on peut avoir des gens qui soient élus dans plusieurs catégories en même temps, et ça veut dire qu'il y a des suppléants, etc. Et puis, imaginez-vous les interprétations qui peuvent être faites, alors qu'en réalité, les gens qui votent pour les élections municipales, ils votent encore une fois sur un projet municipal. Donc je trouve que cette idée est une idée un peu saugrenue et qui, encore une fois, ne donne pas une bonne image de la démocratie française. Michel Verpeau, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a besoin d'un ancrage territorial. C'est ça aussi l'avantage pour lui. S'il y a ce report des élections municipales, ça lui permet à son mouvement En Marche de s'ancrer un peu plus territorialement ? Peut-être est-ce l'objectif recherché. Il y a aussi l'idée d'une année, si j'ai bien compris, blanche, c'est-à-dire d'une année sans élection entre les européennes, pour parler rapidement, et l'élection présidentielle. Sur la question du Sénat, puisque nous sommes ici à Public Sénat, ça s'est déjà produit effectivement de décaler les élections sénatoriales parce que elles entraient entre guillemets en concurrence avec les élections présidentielles qui elles-mêmes entraient en concurrence avec les élections municipales. Donc tout ça remonte à deux lois de 2005 pour organiser le calendrier sur 2007 et 2008. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, mais de manière finalement assez implicite. Il dit simplement que il ne faut pas que le Sénat soit renouvelé pour une moitié, puisqu'on est quand même dans un renouvellement triennal. Il ne faut pas que le Sénat soit renouvelé par des élus au-delà de leur mandat. C'est la formule. C'est pas plus précis que cela. Alors est-ce que ça veut dire, effectivement, comme le dit le président Philippe Bas, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas que les mêmes électeurs, c'est-à-dire en fait les grands électeurs qui sont les élus locaux, votent deux fois, entre guillemets?
Mais ça, c'est un argument dont je ne suis pas sûr qu'il soit parfaitement constitutionnel, parce que ça n'empêche pas les élus locaux d'être élus, et donc ce sont les mêmes élus locaux qui peuvent participer. Mais le suffrage universel s'est prononcé entre deux. Le suffrage universel s'est prononcé, c'est vrai. Mais le Conseil n'est pas aussi précis que cela. Il dit, en fait, pour qu'il y ait manipulation ou utilisation du calendrier, il faut un intérêt général suffisant. Et puis, il dit, moi, Conseil constitutionnel, je n'ai pas les mêmes attributions que le Parlement. Sous-entendu, c'est au Parlement de trancher, ce qui est sans doute une sage précaution. Ouais. C'est une stratégie à qui tout double pour l'exécutif. Philippe Bas, ça pourrait peut-être profiter à la droite, ce report aussi des élections? Oh, je crois que les élections, elles se jouent, au fond, sur bien d'autres choses. Je crois que c'est une illusion de penser qu'on va gagner des élections parce qu'on a modifié une date ou un mode de scrutin. Tous ceux qui ont fait ça en ont été pour leurs frais. Ça s'est vu à chaque échéance. En vérité, il est dans la nature biologique d'un gouvernement de s'user. Le gouvernement s'use quand il ne fait rien. On l'a vu avec François Hollande. Mais il s'use aussi quand il fait quelque chose. J'espère que M. Macron fera quelque chose. Et par conséquent, les élections intermédiaires, dans leur dimension politique, ont généralement pour effet d'adresser des coups de semonce au pouvoir en place. Le meilleur moyen de tenir en échec cette loi de la politique, c'est de faire une très très bonne politique qui fait baisser le chômage, redémarrer l'économie et qui permet aux Français de se retrouver dans les valeurs qui sont défendues par les pouvoirs publics et par le Parlement, mais pas dans la petite cuisine, dans la tambouille électorale qui vraiment constitue un débat extrêmement médiocre. Je crois qu'il faut quand même le dire. Philippe Laurent, avec vous, le mot de la fin. Vous disiez que l'AMF n'avait pas pris finalement de position encore sur le report de ce calendrier. Est-ce qu'il faut s'attendre à une prise de position? Écoutez, pour l'instant, à ma connaissance, seuls les responsables des partis politiques ont été invités par le président à en débattre. L'Association des maires de France, comme d'ailleurs les autres associations, départements ou régions de France, n'ont pas été non plus, à ma connaissance, invités à donner leur avis. L'AMF certainement débattra si la question vient de manière tout à fait officielle à l'ordre du jour. Mais je crois pouvoir dire que nous sommes nombreux au sein de l'Association des maires de France et de nombreux maires dont on ne souhaite pas particulièrement un report des élections municipales à 2021. Ils souhaitent que ces élections se passent dans un climat serein et qui permettent, encore une fois, de parler, de discuter des projets de la collectivité. C'est fait pour ça, les élections municipales. Ne venons pas tout polluer avec des questions de politique nationale, aussi importantes soient-elles, naturellement. Mais voilà, à chaque jour, j'allais dire, suffit sa peine. Eh bien, merci à vous, Philippe Laurent. Merci à Michel Verpeau d'être venu sur ce plateau. Merci, Philippe Bas. Merci. On retourne à présent dans l'hémicycle du Sénat. Vous le savez, les sénateurs poursuivent l'examen du projet de loi de finances. Avec vous, Tam Tranui, ce texte est aussi l'occasion d'un baptême du feu pour les nouveaux entrants au gouvernement, entre Olivier Dussopt ou encore Delphine Gény-Stéphan. Et oui, puisque samedi déjà, à peine nommée, vendredi, la nouvelle secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Delphine Gény-Stéphan, s'est retrouvée sur le banc des ministres pour défendre le budget 2018. L'ancienne dirigeante de Saint-Gobain, ingénieure de formation, a d'ailleurs été accueillie plutôt avec humour par le rapporteur général du budget, Albéric de Montgolfier, que l'on écoute. Saluer la nouvelle secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, qui a l'avantage de ne pas avoir été impliqué dans la vie politique. Donc il y a des différentes positions. Pour être ministre, on peut avoir voté contre le budget, on peut être en dehors de la vie politique, on peut avoir voté pour le budget, voilà, en tous les cas de gouvernement, et donc avoir le plaisir de travailler avec elle tout à l'heure. À noter que la nouvelle secrétaire d'État n'a cependant pas ouvert la bouche samedi après-midi, alors que l'on débattait de l'une des mesures phares du texte, la suppression, la réforme de l'ISF qui a été défendue dans l'hémicycle par Christophe Castaner, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, et par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Mais il y en est tout autrement aujourd'hui d'Olivier Dussopt. Il a voté contre le budget 2018, comme député socialiste. Tout à l'heure, Albéric de Montgolfier y a fait référence. Et le voilà, qui défend ce même budget comme secrétaire d'État à la fonction publique. On l'écoute, c'était tout à l'heure, lorsqu'il a fait son arrivée dans l'hémicycle. Permettez-moi, Monsieur le Président, quelques mots avant de donner l'avis du gouvernement sur ces amendements pour vous dire l'honneur qui est le mien de pouvoir m'exprimer devant votre Assemblée. Je sais d'expérience par
l'expérience que j'ai eue à l'Assemblée nationale, que les compromis sont souvent possibles. Et qu'en matière de collectivité locale, en matière de collectivité territoriale, il y a très régulièrement possibilité de trouver des compromis. Et pour avoir participé à plusieurs commissions mixtes paritaires sur des sujets proches, j'espère que ma présence parmi vous aujourd'hui et dans les quelques temps qui viennent en tout cas, nous permettra ça nous permettra aux uns et aux autres de nous retrouver sur les sujets essentiels. En tout cas, sachez que je suis bien évidemment, cela va sans dire, mais mieux encore en le disant, à votre entière disposition et que je mettrai tout en œuvre pour être à la hauteur des responsabilités qui m'ont été confiées. Olivier Dussopt, donc, l'homme de compromis. Et malgré cette allocution pleine de pondération et pleine de bonne volonté, eh bien, le nouveau secrétaire d'État a eu droit cet après-midi à une entrée en matière plutôt musclée, puisque aujourd'hui, ce qui était au programme, eh bien, c'est notamment le sujet brûlant des dotations aux collectivités, un sujet sur lequel de nombreux sénateurs sont vent debout à l'égard du gouvernement. Merci à vous, Tam. Et on continue les réactions à ce projet de loi de finances avec vous, Saveria, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat, avec votre invitée Christine Lavarde, sénatrice des Républicains des Hauts-de-Seine. Absolument, bonjour Christine Lavarde. Le Sénat, on vient de le voir, donc supprimer la totalité de l'impôt sur la fortune de l'ISF. Est-ce que vous étiez favorable à cette suppression? Et puis deuxième question, quel est le message que cela envoie? Alors bon, sur cet impôt en particulier, des études ont montré que depuis qu'il existait, donc le début des années 1980, il y avait une diminution finalement des entreprises de taille intermédiaire, enfin du capitalisme, on va dire familial, des entreprises de taille familiale, et notamment on a imputé la cause à cet impôt. Donc on voit la différence finalement de trajectoire entre la France et l'Allemagne où ce type d'imposition n'existe pas. Donc ça c'est un constat factuel. À partir du moment où le gouvernement a décidé de supprimer une partie de cet impôt, à savoir tout sauf l'immobilier, il me semble tout à fait logique de supprimer la totalité, puisque bon, d'une part, à l'Assemblée nationale, se rendant compte que finalement on n'allait plus être taxé des choses assez improbables comme les bijoux, les bateaux de luxe, on est venu ajouter des taxes supplémentaires. Alors, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on met une taxe précise sur quelque chose de précis, il faut la contrôler, il faut la recouvrer. Donc parfois avec des coûts de collecte finalement qui étaient supérieurs au rendement de la taxe. Donc il faut arrêter. Enfin, c'est du bricolage. Et puis ensuite, par contre, la taxation de l'immobilier seul me semble quelque chose d'assez incohérent. Alors certes, ça commence qu'à 1,3 million de patrimoine, la résidence secondaire est pour partie sort de l'assiette, mais après on dit l'immobilier c'est sans risque, mais c'est pas vrai. Enfin, finalement, il y a quand même des personnes qui louent des appartements ou autres qui participent de l'accès au logement pour tous, et c'est pas sans risque. Enfin, le nombre de personnes qui se trouvent avec des loyers impayés, c'est pas zéro. Enfin. En quoi, qu'est-ce qui est incohérent? On a du mal à comprendre. La majorité gouvernementale souhaitait vraiment conserver cet impôt sur la fortune immobilière. Donc en quoi était-ce incohérent de le conserver? Alors si on va lire le rapport d'analyse de la loi, on peut voir que le gouvernement prévoit la suppression de l'ISF. Enfin, c'est inscrit, donc je ne l'invente pas, c'est dans le rapport annexé au projet de loi. Donc, après, il y a une question de coût, c'est écrit, c'est stipulé comme ça, c'est écrit dans le rapport. C'est un impôt de rendement aujourd'hui qui est maintenu, donc un impôt de rendement à 800 millions d'euros, puisque c'est à peu près ce qui reste, 800-850 millions d'euros, qui va être fléché sur en gros 150 000 contribuables. Voilà, on peut se poser des questions du coup de la pertinence, parce que derrière, ça veut dire le recouvrement, quel est le pourcentage de recouvrement dans ce qui va rester des vrais sujets. Donc, si on voulait supprimer parce qu'on trouve que le reste est inefficace, autant tout supprimer. En revanche, en ce qui concerne la taxe d'habitation, les sénateurs ont annulé sa suppression. Ils ont opté pour un report d'1 an de la mesure. Ils veulent une réflexion de fond sur la fiscalité locale. C'est un sujet que vous connaissez bien, la fiscalité locale. Exactement. Alors pour le coup, moi depuis le début, dès mon arrivée au Sénat, je me suis prononcée en défaveur de cette exonération partielle de taxe d'habitation. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'idée du gouvernement était de dire c'est un impôt injuste parce qu'effectivement, il y a une vraie question sur les bases, les valeurs locatives. Enfin, moi, je vois, j'ai des gens qui déménagent de Paris dans ma ville, Boulogne-Billancourt, qui s'étonnent de payer beaucoup plus de taxes d'habitation pour finalement un même niveau de service, une même qualité de vie, le métro, les services annexes. Et tout ça résulte d'une unique chose, puisqu'on a des taux très bas, c'est uniquement la valeur locative qui n'ont jamais été revenus. Quand on habite dans un immeuble haussmannien, on a des valeurs locatives très, très faibles. Donc si le problème de fond était là, à ce moment-là, c'est pas en exonérant une partie de la population qu'on le résout. Donc voilà, après se posent vraiment les questions qui me semblent plus importantes, et c'est vraiment sur le lien entre
l'usager et le service public. Aujourd'hui, seuls 20%. Alors ça dépend des villes, hein. Même dans le département des Hauts-de-Seine, finalement, on va aller de 34% à 93% de personnes qui ne vont plus payer directement pour leurs services publics locaux. Ça pose une question du lien, du respect, qui me semble presque encore plus importante de savoir les causes qui ont conduit à la suppression de cet impôt, enfin, dans le temps. Très bien, merci beaucoup. Merci Christine Lavarde d'avoir répondu aux questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Je vous le disais en titre, la laïcité chahutée par les polémiques récentes, crèche de Noël dans les mairies, prières de rue à Clichy ou encore croix de Ploërmel. Le sujet reste sensible et interroge sur la place de la laïcité dans notre société. Clément Perrault. Pas de religion en politique! Pas de religion en politique! Malgré ce vœu pieux de Jean-Luc Mélenchon, le constat s'impose, la laïcité reste au cœur du débat politique français. Et le leader de la France Insoumise lui-même ne se prive pas pour l'alimenter. Nous ne voulons pas que la laïcité soit transformée en prétexte pour mener une guerre de religion contre une religion, l'islam. Des propos qui visent, sans le nommer, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, répondait le lendemain par médias interposés. Il est prisonnier des personnalités de sa formation politique. Il est prisonnier des positions qui sont les siennes. Il est prisonnier sans doute de ses propres logiques électorales. Contre nous de la tyrannie. De laïcité, il est question aussi plus à droite de l'échiquier politique. De nombreux élus des Républicains sont vent debout contre les prières de rue. Hier, c'est Laurent Wauquiez qui s'est exprimé sur le sujet. L'ennemi de la laïcité, c'est la prière de rue. L'ennemi de la laïcité, c'est le communautarisme islamique. D'accord. Ce qui menace la laïcité, c'est pas les crèches. Ce qui menace la laïcité aujourd'hui en France, c'est pas une croix sur une statue de Jean-Paul II. Je ne mets pas au même niveau tout ça, parce que précisément ça participe de cette idéologie de la déconstruction où la République se trompe d'ennemi. Un sujet qui inspire aussi le Front National et Nicolas Bay, son secrétaire général. La réalité, c'est qu'on a des provocations. Il s'agit de provocations, c'est des personnes qui ont accès à des lieux de culte. Je rappelle que, par exemple, en Seine-Saint-Denis, ça a été souligné ces derniers jours, il y a plus de lieux de culte musulmans que de lieux de culte chrétiens. Donc, il ne manque pas d'endroits pour prier, mais simplement, ils sont dans une démarche de revendication politique dans l'espace public, délibérément. Et donc, évidemment, il faut traiter ça avec une très grande fermeté, ce que ne fait pas le gouvernement. Plutôt discret sur la laïcité depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron pourrait s'exprimer prochainement sur le sujet. La date du 9 décembre est régulièrement évoquée. Elle coïncidera avec l'anniversaire de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Et Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Jean-Louis Bianco, bonjour. Bonjour. Que disent toutes ces polémiques, tout ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que ce sont des atteintes, selon vous, au principe même de la laïcité? Est-ce qu'elle est en danger, cette laïcité? Je ne crois pas que la laïcité soit en danger. Je crois qu'il y a beaucoup de polémiques qui sont liées à des postures qui visent à exciter les gens et qui sont dangereuses. Mais c'est vrai que la laïcité est attaquée. Elle est attaquée par des gens qui veulent introduire une religion, et notamment l'islam, à la place de la République. Mais c'est une position qui doit être combattue fermement, calmement, mais qui est très minoritaire. L'immense majorité de nos compatriotes de religion musulmane ou de culture musulmane pratiquent leur foi tranquillement, sans poser de problème à personne. Donc attention à ne pas prétendre que tout va mal et à ne pas mettre le pays à feu et à sang. Est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui des pressions communautaristes? Bien sûr, mais ce n'est pas nouveau. Et il faut y résister. Il faut y résister, notamment dans un certain nombre de quartiers où l'égalité homme-femme n'est pas forcément respectée, où on tente à introduire une loi religieuse à la place de la loi de la République, ou aussi d'ailleurs l'économie de la drogue dicte sa loi. C'est aussi un phénomène de quartier. Donc il faut à la fois ne rien laisser passer et en même temps construire un avenir pour ces territoires et sortir enfin de ces ségrégations. Le communautarisme naît aussi d'une ségrégation où on a des gens complètement homogènes dans un quartier donné. Ouais. Est-ce qu'il faut modifier cette loi de 1905? On entendait, ça sera bientôt son anniversaire. Est-ce qu'on peut avoir cette même loi alors que notamment le nombre de pratiquants selon les religions a évolué en France? La loi est formidablement faite. Elle est formidablement faite parce qu'elle s'applique à toutes les situations, elle s'applique à toutes les convictions, qu'on soit croyant ou pas, elle s'applique à toutes les religions. Et c'est les religions qui doivent, comme les autres convictions, respecter la loi. C'est un équilibre formidable entre la liberté de conscience, la liberté de culte et le respect des autres, le respect de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui, et c'est la neutralité de l'État, qui n'est pas soumis à une religion ou à une conviction plutôt qu'à une autre. Donc on me dit c'est vieux la loi de 1905, oui,
Je connais encore plus vieux la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Est-ce qu'il faudrait la changer? Parce que la loi de 1905 s'appuie sur cette Déclaration des droits de l'homme, qui prévoit ces libertés à condition de ne pas mettre en danger la liberté d'autrui. Donc on ne doit pas l'adapter. On doit l'adapter, ça s'est fait d'ailleurs de nombreuses fois, mais son principe de base, qui est liberté de conscience, neutralité de l'État et citoyenneté. Citoyenneté, c'est très important. Ça veut dire que nous sommes différents, que c'est une source de richesse, mais que nous sommes d'abord femmes et hommes, citoyennes et citoyens à égalité de droits et de devoirs. C'est ça la laïcité. C'est finalement assez simple et ce sont des principes qui doivent permettre de vivre ensemble sereinement. Vous venez d'être reconduit à la tête de cet observatoire de la laïcité. Quel est son rôle aujourd'hui exactement? Alors l'observatoire de la laïcité est un organisme consultatif, indépendant. Nous avons des parlementaires de la majorité de l'opposition qui est consulté par le gouvernement chaque fois qu'il y a une question touchant la laïcité, mais qui aussi fait un rapport annuel pour décrire l'état des lieux. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Nous publions des guides pour les collectivités locales, pour les entreprises, pour les associations, pour les hôpitaux. Nous faisons de la formation. Nous avons contribué à former 220 000 personnes en 4 ans. Nous avons tenu 500 réunions. Nous répondons aux demandes des collectivités locales, des entreprises, des syndicats, des associations, pour faire la pédagogie de la laïcité, la pédagogie du droit. On vous reproche de ne pas être suffisamment audible aujourd'hui dans le débat. Que répondez-vous? On va entendre justement Manuel Valls dans un instant. Je réponds que moi, je ne veux pas rentrer dans la provocation. Je ne veux pas rentrer dans des débats qui sont finalement très parisiens. Quand je vais sur le terrain, et j'y vais très souvent, 2-3 fois par semaine, là avec la loi de 1905, l'anniversaire du 9 décembre, je vais être pratiquement tous les jours sur le terrain. On ne me parle pratiquement jamais de ces petites querelles-là. On me dit, c'est quoi la laïcité? Comment on fait face à une question de conflit? Comment on fait dans une cantine? Comment on fait quand il y a une impolitesse quelconque? On parle de sujets concrets, on parle de compréhension de la laïcité, de son histoire, on ne me parle pas des polémiques et moi je ne rentrerai pas dans ce genre de polémiques. Alors j'évoquais Emmanuel Valls, l'ancien Premier ministre, je vous propose tout de suite de l'écouter. Je crois qu'en effet, Jean-Louis Bianco n'est pas à la hauteur de la situation. Et le président de la République, Manuel Valls. C'est un homme tout à fait estimable, que je connais depuis des années. Mais quand on laisse, en effet, des personnalités comme Ouria Boudjella, dont on connaît la camarade, entre guillemets, d'une députée de la France insoumise. Daniel Obono. Cette personnalité qui est, Ouria Boudjella, antisémite, participer à des colloques universitaires. Et quand on ne s'émeut pas de ce qui se passe dans un certain nombre de pratiques, on l'a vu en Seine-Saint-Denis, je pense qu'en effet, le combat, avec force, mérite d'être mené. Comment réagissez-vous à ces propos d'Emmanuel Valls? Je réponds que l'Observatoire de la laïcité n'est pas chargé de la police de la pensée. Nous sommes un pays libre où les gens peuvent s'exprimer dans les limites de la loi. Si quelqu'un dit des choses contraires à la loi, contraires à l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'il soit poursuivi devant les tribunaux. Manuel Valls, autant que je me rappelle, a été ministre de l'Intérieur, a été Premier ministre. Quand est-ce qu'il a poursuivi ces personnes-là? Il faut poursuivre sur des faits et sur des actes, pas sur une impression générale. Quant au colloque universitaire, c'est aux universités de trouver un équilibre. On peut débattre d'un certain nombre de sujets, c'est bien le lieu de l'université, pas n'importe comment et pas à n'importe quelle condition. Mais l'Observatoire n'est pas chargé d'une espèce de police générale de décider qui doit parler, qui ne doit pas parler, suivant que ça plaît ou non à M. Valls. Et pourtant, on sent bien que les élus locaux, notamment, ont besoin de guides, de repères bien pour faire appliquer c'est le premier guide que nous avons fait. Oui. Et il y a des réponses. Prenez les cantines scolaires, qui fait régulièrement l'objet de polémiques. Ce que nous disons, c'est très simple, c'est ce que font des tas de communes de toutes couleurs politiques. Il faut offrir du choix. On ne dit pas un menu confessionnel, il faut offrir du choix. C'est bon pour la santé, c'est bon pour les végétariens, c'est bon pour celui qui ne veut pas manger de viande un jour donné, et c'est bon pour celui qui ne veut pas manger de viande de porc le jour où il y a de la viande de porc. C'est quelque chose qui rassemble, qui ne singularise pas les demandes individuelles d'une personne, ou des végétariens, ou des juifs ou des musulmans. C'est ça la laïcité, c'est pas une excitation permanente. En ce qui concerne les prières de rue, Valérie Pécresse, cet après-midi, là, dans une interview au Monde, estime que pour bien appliquer la loi de 1905, la France a besoin d'une charte de la laïcité avec des prescriptions claires. Est-ce qu'on n'a pas déjà... Mais on a déjà la loi, on a éléments. La jurisprudence qui est abondante, on a des décrets, on a les guides que je viens de publier. Et les prières de rue, c'est d'abord un problème d'ordre public. Est-ce que ça dérange ? Est-ce que ça conduit à des affrontements? Visiblement, c'est le cas et c'est pourquoi elles ont été, à juste titre, interdites. Mais est-ce qu'il faut mettre des chartes contraignantes comme en Ile-de-France? C'est ce que dit Valérie Pécresse, qui dépendrait donc des subventions publiques. La charte de la région Ile-de-France, nous avons été consultés sur cette charte. Dans son principe, c'est une bonne chose.
Sur le plan juridique, il y a des points qui sont discutables et en tout état de cause, la liberté des collectivités locales fait que la région ne peut pas dire à une commune « vous faites ci, vous ne faites pas ça », sauf si la commune, bien entendu, ne respecte pas le droit ou la laïcité. Il y a aussi la question de neutralité en entreprise qui revient sur le devant de la scène avec la décision de la Cour de cassation qui a estimé bien qu'une entreprise peut, oui, bannir les signes religieux sous condition. Vous y étiez opposé, ça avait d'ailleurs conduit au départ de la sénatrice Françoise Laborde de l'Observatoire. Ça n'a pas à voir avec ça. Nous avons dit que la rédaction de la loi, dite loi El Khomri, était dangereuse parce qu'elle disait, que sans aucune précision, que le chef d'entreprise peut, dans le règlement intérieur, interdire les signes religieux à condition de ne pas porter atteinte à d'autres droits fondamentaux. Je souhaite bien du plaisir aux juges pour trier là-dedans. Et ce qu'a dit la Cour de cassation, après la Cour de justice de l'Union européenne, c'est qu'on peut avoir un règlement intérieur qui interdit tout signe, pas seulement religieux et pas seulement musulman, tout signe de conviction philosophique, politique ou religieux, à condition que ce soit vraiment une neutralité et que ça ne vise pas une religion en particulier. Et dans le cas particulier de l'affaire en question, c'était une jeune femme qui travaillait comme conseil d'une société informatique et un client avait dit « moi ça ne me plaît pas qu'elle ait un voile ». Et la Cour de cassation a annulé le licenciement en disant « c'est pas parce que ça ne plaît pas à un client » qui a un intérêt commercial évident dans l'entreprise. C'est différent si vous êtes dans un magasin de vêtements, si vous êtes dans un service de sécurité. Mais ça doit être général et pas discriminatoire et justifié par la nature de la tâche à accomplir, par la relation avec le client. Ça me paraît une solution claire et de bon sens qui permet aux chefs d'entreprise d'y voir plus clair. Mais ce n'est pas l'idée qu'on va se mettre à interdire le voile ou tout autre signe religieux. On ne peut qu'avoir un choix de toute interdiction, de toute conviction, de toute manifestation de toute conviction. Encore faut-il que ce soit dans les relations avec la clientèle. On voit bien que c'est un sujet ultra sensible, encore ce débat entre d'un côté Mediapart, Edoui Plenel, ça a été rappelé, Charlie Hebdo, Manuel Valls. Est-ce qu'on peut avoir un débat apaisé sur ces questions aujourd'hui? C'est ce à quoi nous nous employons. Quand nous faisons ces 500 réunions, quand nous faisons de la formation, quand nous faisons des guides, le plus beau compliment que les gens nous font, c'est merci. Ce que vous dites est clair, je peux réfléchir. C'est apaisé, c'est comme ça qu'il faut débattre. Est-ce qu'il faut une parole forte du président de la République? Ça a été rappelé, on attend un prochain discours de la laïcité. Certainement, je ne sais pas quand il parlera. Je pense qu'il a déjà parlé. Il a déjà parlé à l'occasion du plan pour les banlieues, il a parlé devant les protestants, il a parlé devant le Conseil français du culte musulman. Et il a dit des choses fortes. Moi, je souhaite qu'il puisse le redire et je ne doute pas qu'il le fera. Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis Bianco d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle votre livre « La France est-elle laïque ?» Merci infiniment. Merci. Le groupe socialiste du Sénat est en pleine crise depuis vendredi, en félicitant Olivier Dussopt pour sa nomination au gouvernement. Didier Guillaume, le président du groupe, s'est mis ses troupes à dos. Sandra Serquera. C'est le tweet de la discorde. Didier Guillaume qui félicite Olivier Dussopt pour son entrée au gouvernement. Le président du groupe socialiste n'y voit rien de choquant. C'est un homme de gauche. Moi, je ne considère pas que parce qu'on entre au gouvernement, on n'est plus à gauche. Jean-Yves Le Drian est un socialiste, il est à gauche, il a un rôle important dans le gouvernement. Au moment où le Parti socialiste est en préparation du congrès, après avoir fait 6% à l'élection présidentielle, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et pas essayer de regarder ailleurs en tirant, en flinguant sur des amis, modestes présidents de groupe, parce que c'est pas comme cela que nous allons reconstruire et rebâtir une alternative. Mais pour bon nombre de sénateurs socialistes, ces encouragements sont une provocation qui n'est pas à la hauteur d'un président de groupe. Sa prise de position ne correspond pas à la déclaration du groupe et au compromis que nous avons tous accepté ensemble derrière sa présidence au début de notre mandat, donc il y a à peine 2 mois, qui dit que nous ne sommes pas dans l'opposition, certes, mais qui dit aussi que nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle. Et donc c'est un peu le contrat entre nous qui est fragilisé. Xavier Iacovelli, lui, appelle à la clarification, affirmant que l'entre-deux n'est plus acceptable. Ce qu'il faut savoir s'il souhaite effectivement continuer à présider un groupe d'opposition ou il souhaite faire partie de la majorité présidentielle ou être un groupe qui soit minoritaire mais qui soit en soutien au gouvernement. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis dans un groupe, le groupe socialiste. Le groupe socialiste a clairement dit qu'on était dans l'opposition gouvernementale. Il faut juste suivre cette position. Les sénateurs attendent des réponses demain lors de la réunion de groupe qui s'annonce tendue une fois de plus. Mais le groupe n'en est pas à sa première crise et a survécu jusque-là, alors qu'à la direction provisoire du PS, François Calfon demande à Didier Guillaume de quitter ses fonctions de président.
Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Marie-Pierre de la Gontrie, bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste de Paris. Merci d'être avec nous. Bonsoir. J'accueille également Tristan Quinault-Maupoil. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique au Figaro et Frédéric Dabi est également sur ce plateau. Vous êtes politologue, directeur général adjoint de l'IFOP. Merci à tous les trois. Marie-Pierre de la Gontrie, on a entendu François Calfon qui demande une clarification de la position de Didier Guillaume. Est-ce que vous pensez qu'il peut encore rester président du groupe, Didier Guillaume ? Je crois que, si je peux me permettre, le sujet n'est pas exactement celui-là. C'est de percevoir la séquence politique qui vient de se dérouler depuis maintenant un moment, mais tout particulièrement ce week-end. Et comment est-ce qu'un de nos camarades, ancien camarade Olivier Dussopt, a décidé de rentrer au gouvernement. Il était socialiste et donc il rentre au gouvernement. Il ne faut pas non plus se tromper. Ce sont des opérations, on a connu, tout le monde a pu le faire par le passé, qui ont vocation à déstabiliser un camp. Donc de ce point de vue, on peut toujours penser que c'est réussi. Moi, je m'interroge un petit peu sur, sur la sincérité des convictions. C'est-à-dire que moi, je connais un petit peu Olivier Dussopt depuis longtemps. Il a voté contre le budget il y a quelques jours. Et tout à l'heure, là, je viens de la séance pour venir sur ce plateau. La séance donc, au Sénat qui examine le budget. Qui était au banc du gouvernement ? Olivier Dussopt. On sent quand même qu'il n'a pas fini, il n'a pas fini, je voudrais surtout pas être vulgaire. Donc voilà, c'était totalement improbable de le voir défendre des articles qu'il avait combattus il y a encore quelques jours. Donc je ferme cette parenthèse. Donc à partir de là, il nous semble qu'au groupe socialiste du Sénat, nous en avons longuement débattu parce que la période est compliquée et que nous avons des parcours divers et c'est très très difficile. Mais nous avons décidé, pour préserver l'unité, que nous restions tous ensemble, nous sommes 78 quand même, que nous étions dans l'opposition au Sénat, que nous n'étions pas dans la majorité présidentielle. Donc c'est vrai que c'est troublant de voir un de nos camarades socialistes. Donc j'ai bien noté que notre président de groupe, Didier Guillaume, avait souhaité manifester auprès de son ami Olivier Dussopt une certaine satisfaction. Moi, je dis juste, attention, quand on est président d'un groupe, on est un petit peu, excusez-moi l'expression, dans la période n'est peut-être pas très adaptée, c'est un peu le pater familias. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire en sorte que tout le monde puisse se sentir bien. Donc il ne faut pas, me semble-t-il, prôner ça. Pourquoi ? Je vois que je suis un peu longue, mais j'en profite quand même. On va faire circuler la parole. Ce qui est compliqué pour les électeurs, c'est la confusion. Nous, vous savez, c'est très très difficile parce que les gens parfois nous disent oui, mais on sait plus ce que vous pensez. Quand on a un camarade socialiste la semaine dernière qui vote contre le budget d'Emmanuel Macron et qui, quelques jours après, entre au gouvernement, eh bien, ça nous fait du mal à nous, socialistes, et à l'ensemble de la classe politique. Et c'est en ce sens que j'aurais souhaité Tristan plus de prudence de la part de finalement mon président le but poursuivi par le chef de l'État. C'est qu'en plus, les socialistes avaient réussi cet été à couper court rapidement à ce débat. Faut-il ou non être constructif ? Il y avait eu un vote de confiance quand Édouard Philippe a été nommé. Il y a eu quelques députés qui ont voté la confiance, mais rapidement, ils se sont rangés de l'avis d'être dans l'opposition. Et là, finalement, la droite, on l'a vu pendant 5 mois, a eu à gérer la question de faut-il exclure ou non les constructifs, faut-il être constructif ? Quand eux terminent ce débat, finalement, ça revient à gauche à l'initiative de cette nomination d'Olivier Dussopt. Et Didier Guillaume, lui, de par sa stature de président de groupe, il met le point là-dessus, il accentue ce débat. C'est un peu surprenant, effectivement, en tant que président, d'engager ce débat qui va forcément diviser les troupes. Est-ce qu'il est en service commandé de La République En Marche pour aller flinguer un peu la gauche ? Peut-être. Certains le disent en off. Frédéric Dabi, cette recomposition qu'on voit à droite, elle est en train de s'opérer à gauche aussi ? Oui, je partage complètement ce qui vient d'être dit. C'est vrai que depuis le premier tour de l'élection présidentielle, on a plus vu une entreprise de déstabilisation de la droite, faire venir un homme de droite à Matignon, donner les manettes de Bercy à des personnalités de droite éminentes, était candidat à la primaire. C'est vrai que le PS avait été relativement épargné. Il y a une sorte de cohérence. Le mot cohérence est un mot extrêmement important. Entre le regard des sympathisants socialistes, il en reste quelques-uns, il y en a moins qu'avant dans nos enquêtes, entre 8 et 12% selon les enquêtes, qui sont plutôt critiques à une petite majorité, mais critiques vis-à-vis de l'action du gouvernement, avec le ressort de l'injustice. La baisse des APL, ce n'est pas juste. La hausse de la CSG, ce n'est pas juste. Ça donne un positionnement, ça donne un espace au Parti socialiste. Et là, ce qui vient de se passer, même si on ne va pas faire de la peine à M. Dussopt, c'est un inconnu complet pour les Français, il n'est même pas testé dans les enquêtes de popularité, ça crée une sorte de perte de cohérence et un trouble. On voit, comme le dit Tristan Quinault-Maupoil, qu'après avoir enfoncé quelques coins à droite, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, je ne sais pas qui, attaque de nouveau cette fois-ci la gauche, alors que
la grande œuvre, si je puis dire, la logique, l'équation présidentielle d'Emmanuel Macron et le fait qu'il ait réussi au premier tour à arriver en tête, c'est avoir réussi à attirer sur son nom, on le voyait tous les jours dans notre enquête quotidienne, le Rolling, 50% des électeurs Hollande 2012 qui étaient plus attaqués à la droite après le premier tour et le second tour de l'élection présidentielle. Et c'est vrai que les propos de Didier Guillaume, même s'il met en avant une logique amicale tout à fait respectable, ce n'est pas un sénateur de base, c'est le président du groupe socialiste. Ça crée un certain trouble quand le groupe parlementaire au Sénat et à l'Assemblée nationale ont été plutôt très cohérents vis-à-vis de l'action du gouvernement. Marie-Pierre de la Gontrie, Didier Guillaume dit il y a aussi Jean-Yves Le Drian au gouvernement. C'est un homme de gauche également. Oui, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas confondre non plus les séquences. Et je le redis, moi je n'ai pas vu... Jean-Yves Le Drian, il a eu son parcours et la franchise de son parcours. Il a décidé de soutenir Emmanuel Macron. Très bien. Je ne vais pas vous dire que c'était très agréable pour les socialistes, mais c'est une chose. Là, on parle d'autre chose. On parle encore une fois d'un député qui a voté contre des textes, pas seulement le budget, les ordonnances, etc., qui n'a pas voté la confiance et qui décide d'entrer au gouvernement. Encore une fois, c'est une cause de trouble. Et je pense que nous devons, dans cette période compliquée, plutôt essayer d'être ensemble, plutôt que d'essayer d'être divisés, et j'ai envie de dire de tomber dans le panneau de la division souhaitée, au fond, la perturbation souhaitée par le président de la République. J'accueille Fabienne Keller sur ce plateau. Bonsoir. Alors, sénatrice LR du Bas-Rhin, vous avez pourtant décidé de rejoindre le mouvement Agir. Alors, on parle de cette recomposition politique qui est peut-être en train de s'opérer à gauche, à droite aussi. Et la droite est en pleine décomposition, recomposition, que diriez-vous ? Reconstruction, volonté d'action. Ça fait en fait depuis l'entre-deux tours des présidentielles qu'il s'est passé quelque chose, puisque nous avions cette difficulté à dire qu'il fallait voter pour Emmanuel Macron, alors qu'il y avait Marine Le Pen en face. Voilà, ça fait des mois que nous discutons et nous avons fait le choix de proposer aux Français de réfléchir ensemble, d'œuvrer ensemble, clairement pour le redressement de la France. Donc, chaque fois que nous sommes d'accord, au fond, parce que tout simplement c'était dans notre projet il y a à peine un an, sur le droit du travail, sur l'éducation, sur l'Europe, on soutient clairement l'action du gouvernement d'Édouard Philippe. Et puis sur les collectivités ou des sujets comme le logement, vigilance et force de proposition. C'est pas un soutien total à ce nouveau parti, ce nouveau mouvement Agir, c'est pas un soutien total au gouvernement ? C'est un soutien pour les mesures qui nous semblent permettre le redressement de la France et à nouveau des mesures qui sont identiques à celles que nous proposions nous-mêmes, donc de la cohérence. Et puis on propose aux Français de travailler sur le fond, de retrouver en fait le cœur de ce qui fait la politique. Ouais, peut-être Frédéric Dabi, sur les incidences sur les groupes politiques ici au Sénat, est-ce qu'il va s'attendre à des hémorragies de part et d'autre ? Frédéric Dabi, il n'a pas de boule de cristal. Oui, merci de le dire, chère Marie-Pierre. C'est vrai que personne mais ne ils peut sont le de dire l'opinion pour nous régulièrement. Mais on ne sonde pas les sénateurs, on fait quelques enquêtes parfois auprès de parlementaires. Ce qui est vrai, il faudra voir combien de sénateurs, je n'ai pas l'information, rejoignent ce mouvement Agir. Et en tout cas, ce qu'on peut dire à tout le moins, que ça crée une difficulté pour les 144 sénateurs des Républicains. On aurait pu imaginer que ce soit une sorte, pas de cheval de Troie, mais de lieu de contestation de l'action d'Emmanuel Macron, comme cela avait été dans des périodes difficiles pour la droite. Je fais référence à 81, quand François Mitterrand était au pouvoir, ou pendant la période Jospin. Là, c'est vrai que si ce groupe se fracture, alors je ne sais pas quel sera l'état de la fracturation, ça empêche peut-être de développer un discours cohérent d'opposition à l'action au gouvernement. Et en tout cas, ça signe une fois de plus, après ce qu'on a vu hier avec l'adhésion à En Marche de Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin et Thierry Solère, ça signe ce mouvement de recomposition, décomposition et la fin totale d'une bipolarisation gauche-droite qui aurait pu permettre aux partis du monde ancien, Parti socialiste de l'autre et LR d'un côté, de pouvoir développer une parole écoutable par les Français et de créer ainsi un sentiment d'alternative à la politique menée, ça n'en prend pas le chemin. Tristan Kinomopoil, après il y a quand même une difficulté quand même pour les constructifs de droite, c'est qu'ils ne sont pas du tout unis. Il y a ceux qui rejoignent La République En Marche, il y a ceux qui créent Agir. Ici même au Sénat, il y a un groupe de sénateurs qui s'apparentent plutôt à des indépendants et d'autres qui sont restés dans le groupe des Républicains. On a du mal un peu à lire un peu la cohérence de tout ça. On a un peu l'impression qu'il y a du dialogue un peu compliqué entre vous. Est-ce que les constructifs de droite sont efficaces ou pas ? C'est un peu compliqué de le voir. On a vu par exemple lors de l'examen du budget à l'Assemblée nationale,
Est-ce que les constructifs ont réussi à imposer des amendements, à imposer une patte, un esprit? Non, on a du mal un peu à voir l'efficacité des constructifs de droite au sein de la majorité, si ce n'est des mouvements un peu d'appareil comme ça, qui d'ailleurs sont disparates. Alors, peut-être plusieurs éléments. Sur ce qui se passe au Sénat, les groupes au Sénat ne sont pas à l'identique des partis politiques. Pour ma part, je suis clairement constructive, désormais fondatrice d'Agir, mais je suis restée au sein du groupe qu'incarne le président Gérard Larcher. Vouloir que vous restiez au sein de ce groupe LR? Écoutez, Gérard Larcher m'a donné des assurances au mois de septembre, comme quoi ce groupe serait ouvert aux différentes sensibilités. D'ailleurs, un changement de nom est en travail, de manière à pouvoir rester... Pas président de groupe. Un groupe, il est président du Sénat, et donc c'est lui l'autorité morale du groupe. Et les mêmes assurances m'ont été données par le président du groupe, Bruno Retailleau. Il ne va pas demander votre exclusion du groupe, selon vous? Écoutez, non, je pose la question. Je viens de vous dire le contraire, c'est-à-dire que la démarche de Gérard Larcher, c'est plutôt de fédérer et de respecter les sensibilités dans une ouverture qui le caractérise bien. Sur la question des positionnements dans le projet de loi de finances, je voudrais rappeler une réalité qui est d'ailleurs assez frustrante pour nous parlementaires, c'est que la LOLF, les règles du débat parlementaire, limitent considérablement le droit d'amendement. On ne peut pas réécrire un autre budget avec d'autres équilibres. On ne peut pas proposer une mesure dès lors qu'elle génère une nouvelle dépense. Et vous auriez pu peser auprès du gouvernement pour que ça... L'essentiel des choix, par exemple, entre CSG et TVA, de réduction de la taxe d'habitation, ce qui nous inquiète pour les collectivités locales, font partie du programme en dur du président Macron. Il a souhaité le dérouler. C'est très difficile à remettre en cause dans le cadre des débats tels qu'ils sont structurés. Nous avons proposé un décalage dans le temps pour la taxe d'habitation pour se donner le temps, et ça me semble plutôt une bonne mesure, de réfléchir à cette nouvelle fiscalité, d'ailleurs proposée par Emmanuel Macron lui-même. Mais au sein d'Agir, nous avons la volonté de faire des propositions pour faire avancer, mais aussi ne pas hésiter à dire notre soutien franc, par exemple sur la politique éducative, par exemple sur la réforme du droit du travail. On revient au groupe socialiste du Sénat avec vous, Marie-Pierre de la Gontrie. Est-ce qu'il y a des possibilités, je le disais, d'hémorragie de sénateurs qui vont quitter le groupe après ce qui s'est passé avec Didier Guillaume et son soutien affiché à Olivier Dussopt? Non mais encore une fois, je pense que le sujet n'est absolument pas Didier Guillaume. Le sujet, c'est ce qui s'est passé avec le transfert d'Olivier Dussopt au gouvernement. Moi, pour ma part, je souhaite et j'espère que le groupe socialiste, vous savez, on a cette tradition, c'est pour ça que j'écoutais Mme Keller avec intérêt, c'est-à-dire qu'au fond, au Parti socialiste, on a su longtemps, alors je ne sais pas, peut-être que c'est le vieux pays et le vieux parti et que tout ça n'existera plus, on arrivait à avoir des points de vue qui pouvaient être différents, mais qui pouvaient se concilier. Bon. C'est comme ça que le groupe auquel j'appartiens, moi, depuis peu, je suis élu depuis septembre, fonctionne, et je pense qu'on peut fonctionner en bonne intelligence. Donc, encore une fois, on aura un débat demain, certainement. La question, elle est claire, c'est-à-dire que nous avons, après une longue discussion, décidé que nous étions dans l'opposition. Il ne faut pas donner des signes qui soient difficiles à comprendre, encore une fois, pour les lecteurs. Parce que après les positionnements des uns et des autres, voilà, tout ça c'est un épiphénomène. C'est pour les électeurs, les Français. Qu'est-ce qu'ils comprennent de tout ça? Alors peut-être Frédéric Dabi. Complètement ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'il faut donner des signes. Et c'est vrai, je le dis au Sénat sans aucune malice, on sait que la scène parlementaire, qu'elle se déroule à l'Assemblée, au Sénat, n'est pas très très visible par les Français. Si Agir, les constructifs, veut se constituer en groupe visible, en majorité d'appoint ou en groupe de propositions qui va soutenir telle ou telle proposition, qui va rejeter d'autres. Ça rappelle, dans des temps très très anciens, ce qu'avait fait le groupe centriste de l'UDF avec Michel Rocard à l'Assemblée nationale, qui, dans une posture constructive, soutenait telle ou telle mesure, rejetait d'autres. La condition, je dirais, sine qua non pour être plus visible auprès des Français, c'est se constituer en parti politique, en organisation partisane. Et là, ça serait définitivement, avec l'UDI qui... je dirais, explose dans les faits à la fin de l'année, une recomposition très forte à droite et un retour du RPR et de l'UDF, en tout cas la fin du parti, la fin de la volonté mise en œuvre par Jacques Chirac et Alain Juppé en 2002, d'une grande formation centriste, libérale, européenne, et en tout cas un bloc évitant
le Front National au second tour. Fabienne Keller, pourquoi ne pas rejoindre directement En Marche, comme l'ont fait encore Parce ce week-end? qu'il y a un espace politique important entre Il n'y a pas un risque République En Marche. d'éparpillement, justement, de toutes ces voix qui se disent constructives? Notre démarche consiste à proposer de fédérer toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans cette efficacité, c'est-à-dire soutenir ce qui nous semble utile pour redresser la France, et par contre fédérer toutes celles et tous ceux qui veulent apporter des idées nouvelles. Et je dois dire que des centaines de personnes se sont déjà inscrites sur notre site. Chacun d'entre nous a des dizaines de mails, de SMS, de réactions sur Twitter ou Facebook. Ce sont surtout des jupéistes? Ce sont beaucoup de personnes, oui, effectivement. Pour moi qui ai soutenu Alain Juppé, qui soutenait Alain Juppé, c'est des personnes modérées qui ont envie que la France réussisse, qui ont envie d'être pragmatiques et qui ne se reconnaissent pas dans la droitisation de l'air. Vous dites renoncer, mais renoncer à une démarche qui a beaucoup changé. Entre 2002, démarche très fédérative portée par Alain Juppé, avec les centristes qui s'y sentent à l'aise. Aujourd'hui, des paroles quand même dures. Vous me direz que c'est à cause de l'élection à la présidence des Républicains, mais des propos extrêmement durs, anti-européens, assez sectaires, dans lesquels beaucoup d'entre nous ne se reconnaissent plus. Marie-Pierre de la Gontrie, il a réussi sa stratégie, Emmanuel Macron, justement, lui qui voulait déstabiliser, on l'a dit, un peu tous les partis politiques traditionnels. Oui, mais enfin, tout ça, visiblement, c'était sa stratégie. Et pour l'instant, je ne sais pas s'il l'a réussi, mais en tout cas, il a réussi à affaiblir les formations politiques traditionnelles. La question, c'est pourquoi faire? C'est-à-dire qu'au bout du bout, si à gauche, au Parti socialiste, j'ai tendance à penser que ce sera la même question pour la droite, nous ne sommes pas capables d'articuler des propositions qui ne soient pas simplement des oppositions, j'ai envie de dire, de principe à ce que propose Emmanuel Macron. Dans ce cas-là, nous n'aurons pas d'intérêt et les Français ne nous entendront pas. Donc c'est ça notre sujet, me semble-t-il, à gauche. Et au bout du compte, nous verrons bien. Mais s'il s'avère qu'au bout de 5 ans, l'ensemble des Français baignent dans le bonheur et considèrent qu'Emmanuel Macron est un génie absolu et qu'il faut qu'il soit là encore pendant 50 ans, très bien. Non mais voilà, simplement, c'est une question de conviction, de projet à bâtir et de capacité de proposer aux Français. Tristan Quinomopoulos, c'est vrai qu'il y a ce qui se joue aussi, c'est désormais qui est à l'opposition. Ça affaiblit, on le disait à la fois, les Républicains et le Parti Socialiste. Ça profite à Jean-Luc Mélenchon aussi? Visiblement, lui aussi a des difficultés. Alors, pas des difficultés de ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des insoumis constructifs, mais il a une difficulté à fédérer un front. Ça va être compliqué. Il a une difficulté à fédérer un front social. Donc, c'est vrai que Emmanuel Macron a fracturé, en tout cas, les partis politiques PS, Républicains, etc. Il a mis en difficulté les syndicats aussi, qui les a divisés. On l'a vu lors des ordonnances sur la loi travail. Et du coup, pour l'instant, il n'a pas d'opposition forte contre lui. Donc, il peut avancer librement sur tous les textes qui arrivent. Alors, il y aura d'autres textes qui vont cliver, qui peuvent agiter encore la rue. Mais pour l'instant, il avance sans... Oui, mais tant mieux si on peut avancer sur certaines réformes qu'on n'est pas arrivé à faire jusqu'à récemment. Je pense au droit du travail. Ça fait 20 ans qu'on en parle. C'est fait. Je ne suis pas sûre que ce sera suffisant, d'ailleurs, pour redémarrer la machine à créer des emplois. Et c'est ça qu'attendent les Français. Tant mieux si on peut avancer, par exemple, sur la sobriété. Qu'on détruise le code du travail. Si on peut créer un nouvel espoir pour notre jeunesse en faisant que la France ne soit pas faire le débat sur la réforme du travail, Frédéric Dabi, plus une exception en termes de chômage, je pense qu'on aura redonné confiance dans l'avenir, mais aussi dans la politique. Oui, Frédéric Dabi. Sachant que ce qui vient d'être dit est très intéressant pour moi, c'est que Emmanuel Macron, avec ce mouvement de recomposition, des compositions avec, comme le disait Tristan, toutes ces difficultés que connaissent les partis, politiques. Quand on interroge aujourd'hui, chaque mois, dans le baromètre Match, quel est le parti qui incarne le mieux fait l'opposition à Emmanuel Macron, la France Insoumise sort nettement devant, mais d'une part, elle est en déclin. D'autre part, la question, c'est bien opposition. À aucun moment, la France Insoumise n'arrive à sortir de l'espace du corner de la gauche et parvient à incarner une alternative crédible. De ce point de vue-là, le Parti socialiste est aujourd'hui mieux placé. Mais les Français sont plutôt, pour la première fois depuis, on va dire, une quinzaine d'années, se projettent dans un temps long. Ils laissent du temps à Emmanuel Macron. À aucun moment dans les enquêtes qualitatives, les Français nous disent fortement « ça va mieux ». Ils nous disent à aucun moment les résultats sont là, mais à la différence de François Hollande, très vite pris par la bipolarisation, par une UMP extrêmement remontée, d'un Nicolas Sarkozy qui, à peine 10 mois après son élection,
se prend, si je puis dire, en pleine figure une sanction électorale très forte au municipal de 2008. Le calendrier électoral, l'envie d'essayer autre chose, une certaine bienveillance fait qu'Emmanuel Macron a du temps long, mais il est lui-même dans un temps court. Seulement 1/10 du quinquennat c'est, je dirais, déroulé. Et donc les Français sont encore extrêmement attentistes. Eh bien, merci pour votre analyse, Frédéric Dabi. Merci à vous, Fabienne Keller. Merci, Marie-Pierre de la Gontrie. Merci, Tristan Quinault-Monpoil. On va retourner en séance, justement, puisque vous le savez, le marathon budgétaire se poursuit. On retrouve Tam Tranui qui suit pour nous les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, les sénateurs ont beaucoup parlé de la DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement. Et oui, Delphine, on se rappelle, il y a déjà quelques semaines, les régions ont quitté avec fracas la conférence des territoires. En cause, la non-reconduction du fonds de soutien au développement économique, ce qui revient, estimait-il, à une coupe de 450 millions d'euros dans leur budget. Les sénateurs leur ont emboîté le pas. Aujourd'hui, ils ont dénoncé le non-respect de la parole donnée et une situation intenable pour les collectivités qui ne cessent de faire le yo-yo depuis plusieurs années, qui ne savent pas sur quelles ressources compter. Écoutez, Sophie Primas, la présidente LR de la Commission des affaires économiques, qui s'est fait le porte-parole de ce ras-le-bol des collectivités. On nous donne des dotations, on les remplace par la TVA, on les rechange, on les baisse, on nous en promet, on nous les reprend 6 mois après. Ça devient insupportable pour les gens qui sont en charge de la véritable conduite des politiques publiques locales. Donc vraiment, j'appelle de mes vœux le gouvernement pour qu'on ait enfin une trajectoire, qu'on ait enfin des engagements, qu'on ait enfin et qu'on inscrive dans la loi une pérennité des mécanismes, parce que ça devient pour nos collectivités territoriales, pour les élus de la République qui servent nos concitoyens, absolument insupportable. Face à ce ras-le-bol, le gouvernement, lui, fait valoir que la dotation globale de fonctionnement à la DGF est stable à 31 milliards d'euros, que la fameuse perte de 450 millions d'euros sera, elle, compensée par la part de TVA qui va être affectée aux régions. C'est ce qu'a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui lui avait pour argument d'être un élu local, d'être un ancien collègue. Écoutez-le. Sophie Primas évoquait la nécessité de stabilité, effectivement. Quand j'étais à la place de ces messieurs en 2004 sur la loi liberté et responsabilité locale, ce sont des débats déjà qu'on a eus sur l'affectation d'une part de TVA, de TIPP à l'époque, c'était la TIPP, pour un certain nombre de décentralisations. Et donc on a un peu le sentiment, effectivement, ayant été l'un des vôtres il y a encore quelques mois, d'avoir ce débat de façon très récurrente. Voilà Jean-Baptiste Lemoyne qui a donc tenté d'amadouer ses anciens collègues. Je vous rappelle simplement que c'est la loi NOTRe qui a transféré la compétence du développement économique des départements aux régions, ce qui explique ce fameux fonds de 450 millions d'euros, alors que les régions estiment que l'effort qu'elles doivent fournir chaque année pour davantage aider les entreprises est de 800 millions d'euros par an. Merci à vous, Tam. Comme tous les lundis, c'est l'heure de la rencontre. Aujourd'hui, nous allons dans les Côtes-d'Armor en compagnie du sénateur socialiste Yannick Botrel. Son département, vous allez le voir, est particulièrement frappé par la sécheresse. L'eau potable devient un bien précieux, surtout l'été. Reportage de Samia Dechir. C'est une région réputée plutôt humide. Et pourtant, la Bretagne manque d'eau. Cette année, la pluviométrie est inférieure de 25% à la normale dans les Côtes-d'Armor. Aujourd'hui, la plupart de nos rivières, et pourtant on est au mois de novembre, coulent très peu. Et on le voit derrière ici avec le plan d'eau du Gouette. À cette époque de l'année, il devrait être plein. Et comme vous le voyez, il est déjà à un niveau très très bas. Cette rivière alimente le barrage du Gouette. Les Côtes-d'Armor en comptent 3. Des ouvrages indispensables car en raison du sous-sol granitique, il n'y a que très peu de nappes phréatiques en Bretagne. Les barrages fournissent donc la moitié des besoins en eau potable du département. Malheureusement, il rentre moins d'eau dans le barrage que ce qu'il en sort. Donc le niveau continue à baisser actuellement. Pour anticiper la période de l'été, il faut normalement remplir les barrages au printemps. Mais il est de plus en plus difficile d'atteindre les 7,5 millions de mètres cubes de stockage du barrage du Gouette. Longtemps président du syndicat départemental d'alimentation en eau potable, le sénateur Yannick Botrel connaît bien le problème. Ce que l'on constate depuis quelques années maintenant, c'est qu'il faut limiter le creux hivernal et anticiper le remplissage du barrage, c'est-à-dire remplir de plus en plus tôt. À titre d'exemple, pour l'année 2017, il a fallu commencer à remplir le barrage dès le mois de janvier, alors que
les années précédentes, où il y a une dizaine d'années, on remplissait généralement à partir du mois de mars ou du mois d'avril. Une situation d'autant plus problématique que ce département agricole a des besoins en eau très importants. Agriculteur retraité, Jean-Noël Lagueux possède encore une vingtaine de vaches laitières. Les bêtes, une fois qu'elles ont cassé la croûte, avec leur museau, elles appuient sur la languette. Et puis donc, l'eau monte et la bête boit au fur et à mesure. Jusqu'ici, beaucoup d'exploitations avaient leur propre forage privé pour abreuver le bétail. Mais cette année, il n'est tombé que 487 mm de pluie depuis le 1er janvier, contre 800 mm habituellement. De plus en plus d'éleveurs basculent donc sur le réseau public d'eau potable. Une exploitation qui se trouve tout près, qui depuis un bon laps de temps travaillait donc, avec son forage et qui pour la première fois depuis quelques semaines vient tout simplement de s'éteindre puisque donc, il n'y a plus de ressources. Donc les gens en question ont basculé sur le réseau public. Pour répondre aux besoins croissants et éviter les pénuries, les Côtes-d'Armor ont investi dans l'interconnexion des réseaux. Tous les points d'eau du département sont reliés entre eux par des canalisations. Là, vous visualisez l'ensemble du réseau. Oui. S'il y a un problème, un dysfonctionnement, une panne, vous avez une alarme qui se déclenche. Oui, on a eu la personne qui est d'Astral, elle reçoit aussi une alarme sur son téléphone portable aussi. Si l'eau vient à manquer quelque part dans le département, l'interconnexion permet de la faire venir rapidement d'un autre point du réseau. L'usine de pompage de Kernéuel a ainsi pu éviter une pénurie il y a quelques années quand une canalisation a lâché. Il n'y avait pas de regard d'accès à cette canalisation. Rechercher la fuite a déjà été donc très long. Et à ce moment-là, on s'est aperçu qu'il faudrait plusieurs jours donc, avant de rétablir, notamment commander les pièces spéciales. Et donc, on a tout de suite fait appel à l'interconnexion qui n'était pas encore totalement donc, celle qu'elle est aujourd'hui, mais déjà opérante et donc efficace. Et ça nous a permis, donc effectivement, en quelques heures, d'alimenter nos populations donc, grâce à cette interconnexion. L'interconnexion permet aussi de compenser les périodes de sécheresse en allant chercher l'eau dans les zones les moins touchées par le manque de pluie. Lancée dans les années 70, cette opération à 40 millions d'euros devrait s'achever dans 3 ans. Yannick Botrel est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, sénateur socialiste des Côtes-d'Armor. Est-ce que la Bretagne pourrait manquer d'eau un jour ? Écoutez, ce que l'on constate en tous les cas, c'est que les épisodes de sécheresse relative existent et qu'ils ont tendance depuis une dizaine d'années, en gros, à se rapprocher. Donc il se pourrait en effet que certaines régions puissent manquer d'eau. Le cas c'est déjà produit. Comment vous l'expliquez, ces sécheresses La région n'était pas du tout habituée à ce phénomène. C'est à cause du réchauffement climatique ? Alors, ce serait un peu rapide de prétendre que ça vient du réchauffement climatique, parce qu'on n'a pas les éléments qui permettent de le dire. On peut exprimer une impression, mais en tous les cas, s'exprimer de façon complètement certaine serait hasardeux sur le sujet. Pour l'heure, on fait ce constat que depuis un certain nombre d'années, je reprends les propos que j'ai tenus il y a un instant, voilà, il y a un déficit de pluviométrie. Ces interconnexions de réseaux sont des solutions à long terme, selon vous, mais est-ce qu'il y a un risque un jour qu'il y ait quand même une pénurie ? L'interconnexion, cela a été bien expliqué dans le reportage. Bon, elle permet de transférer de l'eau d'endroits où on en a en stock vers d'autres endroits qui pourraient, le cas échéant, être en manque. Le reportage le dit aussi, la plupart des eaux dont on dispose en Bretagne sont des eaux de surface, à 80%. La ressource est une ressource de surface. Donc on est vraiment obligé d'avoir des possibilités de stockage. Et puis l'interconnexion, le stockage en lui-même, il est sur un site donné. On pourrait à la rigueur travailler sur un territoire autour du barrage, mais il faut aller plus loin. Et on voit bien d'ailleurs que les limites même du département ne résistent pas à cette structuration, puisque actuellement, le nord de l'île-et-Vilaine, c'est-à-dire la région de Saint-Malo, grande région touristique et légumière, a besoin d'eau qui vient en grande partie également des Côtes-d'Armor. Donc on voit qu'il faut vraiment raisonner sur un grand territoire avec un schéma organisationnel sur ce territoire. Ouais. En tant que parlementaire, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour éviter ce type de situation ? Vous étiez président du syndicat des eaux, vous ne pouvez plus l'être au nom du non-cumul des fonctions. Ça, vous le regrettez ? C'était un bon moyen pour vous aussi d'être en prise avec cette situation ? Oui, je l'ai regretté parce que bon, je ne pensais pas
Alors, je le dis spontanément que la notion de cumul pouvait aller jusque-là. Mais enfin, c'est ainsi. Hein. Donc, on fait avec les choses comme elles sont. Oui, c'était une belle ouverture sur l'ensemble des collectivités, sur des sujets extrêmement concrets, opérationnels. Bon, au-delà de ça, moi, ce que je constate, pas simplement à travers ma fonction de parlementaire, mais nous avions également fédéré un certain nombre de syndicats départementaux du Grand Ouest de la France. Et ce que j'ai constaté, c'est la diversité des situations. Parce que tous les départements ne sont pas dans le même cas pour des raisons de disponibilité de ressources. Donc voilà, alors moi je peux apporter mon expérience sur une région donnée, je ne prétends pas qu'elle soit transférable partout, en tous les cas dans les mêmes termes, mais je constate aussi que le modèle que l'on avait développé depuis de nombreuses années en Côte d'Armor a été adopté et commence à être adopté par d'autres départements. Cette idée d'interconnexion sur la sécurisation, sur la disponibilité de la ressource, ça commence à être repris ailleurs. Eh bien, merci. Ce modèle est donc à suivre. Merci à vous, Yannick Botrel, d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain sur Public Sénat.